Essayez d'imaginer un mélange entre Albator, le meilleur épisode Albator que vous avez jamais vu, et un film de Tarkovsky, d'Andrei Tarkovsky. Eh bien, ce film-là, mesdames et messieurs, il existe. Je l'ai rencontré. C'est Angel's Egg de 1985, une animation japonaise parmi les plus légendaires et réputés de tous les temps. C'est une œuvre de M. Mamoru Oshii qui a réalisé et écrit le scénario. M. Oshii qui est surtout connu pour Ghost in a Shell et Patlabor 2. Alors, le côté Albator, il est facile à discerner dans la mesure où est-ce que c'est un animé japonais et tout le côté visuel qu'on aime beaucoup dans cette série culte, évidemment, et c'est ça, le côté hyper atmosphérique. Bon, tout ce côté-là, on peut dire qu'on a ça là-dedans, mais en vérité, c'est beaucoup plus une œuvre dans le style Tarkovsky, ce film-là. Puis en fait, c'est saisissant, vraiment saisissant à quel point ce film-là est le film le plus tarkovskien que moi, certainement, j'ai vu de ma vie, qui n'est pas signé par Tarkovsky. En fait, c'est encore plus... c'est encore plus Tarkovsky que certains de ses premiers films, OK? Donc, c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais montrer pourquoi ce film-là fait autant Tarkovsky. Ça va être une bonne initiation, si vous voulez. C'est intéressant autant pour les amateurs de Tarko ou pour le monde qui en ont jamais vu, mais qui sont curieux de savoir c'est quoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est une bonne question. C'est difficile à dire. Mais on a une sorte de cité futuriste, post-apocalyptique, à peu près abandonnée. Et dans cette cité mystérieuse se trouve une jeune fille. Et la jeune fille, elle découvre un œuf, un gros œuf. Et elle décide de s'en occuper. Et il y a des raisons de croire que c'est peut-être l'œuf d'un ange, parce qu'il y a le squelette d'un ange quelque part dans la ville. Puis il y a peut-être un lien, puis il y a peut-être un lien, encore une fois, avec tout le côté apocalyptique qui est jamais vraiment expliqué, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville, bon, tout ça. Et toujours est-il qu'elle ramasse cet œuf et qu'elle décide de s'en occuper, ce qu'elle fait avec un soin rempli d'amour et de dévotion. Et elle rencontre un jeune soldat qui porte qui porte une croix sur son épaule. C'est comme son bazooka rayon laser, là, c'est son arme, là, mais en même temps, ça ressemble mystérieusement à une croix. Et voilà, la nuit, la ville est traversée par des hordes de pêcheurs, plus ou moins fantômes, qui traquent des ombres de poissons géants. Et ben voilà. Il se passe un paquet d'affaires, mais c'est surtout un long poème visuel, en vérité. Quelle direction ça prend? Ben, je vais vous le dire un petit peu. Je vais divulgacher aucun élément du film. Okay? Il n'y aura aucun spoiler, parce qu'encore une fois, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter le film. Mais je vais quand même vous dire un petit peu pourquoi là, ça vaut la peine de l'écouter. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Puis il y a un élément qui a rapport avec l'intrigue. Puis même si je vous dirai pas du tout c'est quoi, ça va quand même revenir sur le sujet tout à l'heure, vous verrez bien. Alors, sans plus tarder, commençons. Quelle est la première affaire qui fait Tarkovsky? Ben déjà, je vais juste mentionner que M. Oshii lui-même a dit en entrevue, apparemment, que c'était par exprès le côté Tarko. C'était délibéré, c'est ça qu'il avait essayé de faire, c'est ça qu'il avait en tête quand il avait écrit son scénario, qu'en vérité, c'est pour ça que tout était aussi vague. Il avait vraiment conçu ça comme un poème visuel. Et donc, puis j'ai pas retrouvé la citation exacte. C'est Wikipédia qui mentionne ça, mais j'ai quand même trouvé en ligne le livre dont on prétend que la citation s'y trouve. Donc, je pense que je présume que c'est vrai. Je présume donc qu'on peut dire que M. Oshii a vraiment
fait exprès pour que ça fasse Tarkovsky, puis il a réussi. C'est une réussite totale et absolue. Voici pourquoi. Ben, commençons par le côté visuel. Alors, encore une fois, si vous avez jamais vu un film de Tarkovsky, ben, il est réputé en gros pour trois choses. C'est ça qu'on va voir. Puis la première, c'est le visuel, absolument abasourdissant. Là, okay? Moi, c'est ça, j'ai vu pour la première fois, j'en avais vu assez souvent, j'avais essayé d'en regarder en fait des Tarkovsky, puis j'avais trouvé ça un peu ennuyeux, on en reparle dans un instant. Mais quand j'ai fini par voir sur grand écran Stalker, en l'occurrence, ça a changé ma vie. Ça a carrément changé ma vie. C'est tellement puissant, c'est tellement carrément, j'oserais dire, transcendant comme expérience que je suis sorti transformé de cette salle de cinéma. Alors, merci M. Smith. OK. Au cinéma d'Outremont, je crois. Mais voilà. Puis, qu'est-ce qui donne, entre autres, cet aspect-là aussi transcendant? Qu'est-ce qui fait que ça marche autant? Ben, c'est que c'est un grand maître de l'image sublimissime, Tarkovsky. Puis, premièrement, déjà, il y a des plans là-dedans qui sont carrément, à toute fin pratique, on va dire, tirés de films de Tarkovsky. Alors, il y a, par exemple, à la minute 12 à peu près du film, il y a des plans aquatiques où est-ce qu'on voit un cours d'eau avec des algues en dessous, jaunâtres, verdâtres, puis les différentes textures, etc. Ben, c'est ça, tu sais, si vous avez vu déjà Stalker, justement, il y en a pas mal de ces plans-là, puis en fait, si vous, en écoutant tous les films de Tarkovsky, ce que je vous recommande de faire, ben vous allez voir que c'est ça, le cours d'eau, la texture aquatique, la rivière, etc., le ruisseau, bon, l'eau comme matériau visuel, puis les textures qui s'y trouvent, la diffraction, etc. On est en plein, là. C'est exactement le genre d'affaires qui fait tout le temps dans Nostalgie. Il y a toute une assez longue séquence là, qui implique une sorte de piscine ou de vide, de maison à moitié engloutie. En tout cas, bref, là, c'est... Fait que juste ce plan-là, en voyant ça, c'est Solaris, le début de Solaris, le premier plan de Solaris, là. C'est carrément ça qu'on a là-dedans. Okay? Donc, justement, le cours d'eau, le lac avec les algues bizarres à l'intérieur, là, ça. On a ça là-dedans. Mais on a aussi un plan qui fait absolument penser à un des plans les plus célèbres de Jeunesse du vent. Donc, je ne sais pas si je vais retrouver le plan pour pouvoir vous le montrer, là, mais je vais certainement pouvoir vous montrer le plan de Jeunesse du vent. C'est quand je pense que c'est carrément Yvan, là, qui est un jeune garçon qui est recruté pour se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à un moment donné, il arrive sur une lande ruinée, puis... il y a une composition très saisissante où est-ce qu'il y a comme toute une série des pieux, si vous voulez, là, qui l'entourent. Le principe général de cette image-là. Fait que ça aussi, on a carrément un plan qui est à toute fin pratique pareil à ça là-dedans. Je suis tombé sur un blog tout à l'heure qui mentionnait un détail que j'avais pas remarqué, honnêtement. Mais ça, là, tu sais, monsieur qui disait que carrément le dernier plan du film, que je vous décrirai pas ici, mais le dernier plan du film, selon lui, était carrément une citation d'un autre film bien connu de Tarkovsky. Encore une fois, il en a fait juste 7, fait qu'ils sont tous plus ou moins bien connus, là, quand même. Mais puis quand j'ai vu ça, j'ai fait ah oui, comme c'est comme la fin de tel film, je dis, je dois admettre. OK, je suis pas certain si c'est délibéré. Je suis pas entièrement certain, mais quand tu y penses, t'es là, ouais, c'est vrai que ça y ressemble pas mal. Ça fait qu'en partant, il y a des citations. Pas tant des citations directes que des réécritures un petit peu, là, ok? Donc, un peu comme Stravinsky faisait avec la musique classique quand il est sorti de sa passe purement expérimentale, là, pour vous voulez une référence obscure. OK, où est-ce qu'il réécrivait les morceaux
des grands compositeurs classiques, mais en refaisant l'harmonie un petit peu. Là. Bon, fait que l'idée, c'est ça. C'est sa propre version, sa réécriture, OK? Ou un standard de jazz, un petit peu, où est-ce qu'on reprend le même morceau, mais on fait sa propre version, là, on le réécrit de cette manière-là. Fait qu'il y a cet élément-là. Mais il n'y a pas que ça qui fait visuellement Tarkovsky, parce que, ben, c'est ça, c'est pas juste parce qu'il y a des genres de citations, c'est aussi parce que, ben, c'est hallucinamment beau, là, comme visuellement, ce film-là, c'est à se garrocher par terre du début à la fin. C'est de loin dans les films les plus beaux que vous allez voir de votre vie. Puis ça, c'est entre autres à cause de la richesse phénoménale de la composition, de comment est-ce que les éléments se retrouvent dans notre cadre, là, c'est dans le cadre de l'image, quelque chose, une qualité, c'est le genre de qualité qu'on a chez Ridley Scott, d'ailleurs, incidemment. C'est une de ses grandes forces à Ridley Scott, c'est ça. Ben, Tarkovsky aussi, puis M. Oshii aussi, en particulier dans ce film-là. Puis c'est particulièrement vrai, non seulement de la richesse de la composition, mais des environnements. Fait que j'ai évoqué les cours d'eau tantôt, ben c'est un peu ce même genre d'idée-là. Donc la texture des murs, ok, les ruines, les briques, ok. Quand on avait parlé de Lettre à un homme mort, là, un film post-apocalyptique soviétique qui est super bon. Donc j'en avais parlé il y a quelques mois. Puis c'est ça, c'est un film qui avait été réalisé par un ancien assistant disciple de Tarkovsky, selon mon souvenir. Puis un des trucs qui faisait le plus Tarkovsky, c'était précisément ça. La richesse phénoménale là, des environnements, c'est ça, naturel mais aussi artificiel, la patine, c'est ça, là, les bouteilles en verre, etc. C'est juste une expérience absolument époustouflante à cause du souci là, phénoménal et pratiquement surhumain de chaque détail de l'image qui nous est donnée. Là. C'est magistral et majestueux, c'est super beau. Puis, mais j'ai quand même parlé, deuxième aspect tarkovskien. J'ai quand même parlé du côté, on va dire, méditatif, et par là, je veux dire hyper lent, et par là, je veux carrément dire ce que parfois les gens appellent plate à mort. J'ai un ami, un très bon ami, qui a vu carrément Angel's Egg sur grand écran l'année passée, je crois. Ça jouait à Fantasia. Puis, dans mon souvenir, il avait trouvé ça long, parce qu'il faut bien admettre que ça l'est. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça, mais je les ai toutes vues, les Tarkovsky. Hein? Puis, je dois remarquer que quand j'avais ma trentaine, on va dire, quand j'avais fin vingtaine, début trentaine, là, donc il y a au moins 2-3 ans facile, moi aussi, je trouvais ça insupportable, ces films-là. Okay? J'ai commencé à aimer ça à peu près quand j'ai vu Moloch là, de Sokourov. Là, donc, super bon film. Mais... c'est ça, le film dure 71 minutes et d'après l'IMDb, je ne suis pas certain à quel point c'est vrai, mais parce qu'il y a une erreur justement dans ce trivia-là de l'IMDb qui dit que le film dure 66 minutes. C'est faux, c'est 71, mais d'après l'IMDb, c'est que le film compte moins de 400 plans. OK. Alors, la vitesse, la longueur moyenne de chaque plan dans le film est d'environ 10 secondes. Fait que si vous comptez, vous allez remarquer, constater de l'autre côté aussi que c'est long. Vous vous souviendrez, quand on avait parlé de 2001 au-dessus de l'espace, qu'on avait compté, calculé carrément la durée des plans, ou de la séquence du début. Puis à part pour le premier 90 secondes, là, quand le générique apparaît, puis on voit la Lune, puis la Terre, avec le genre de monolithe, là, à part pour le premier plan qui dure 90 secondes, avec Zarathustra qui joue en arrière, puis encore une fois le titre qui apparaît, là, à part pour ça, qui est le plan 1, ben pour toute la séquence dans la préhistoire, là, avec les hommes singes, je ne crois pas qu'il y a un plan qui dure plus que 10 secondes. Il y en a peut-être un ou deux, là, mais la longueur moyenne est plus courte que ça.
Puis il y a plein de monde que le début de 2001, c'est d'une lenteur insupportable. Même avant les téléphones cellulaires, le monde trouvait déjà que c'était d'une lenteur insupportable. Okay? Fait que c'est pas mon avis, là, mais ici c'est plus long. Hein? C'est significativement plus long. Puis même que, OK, c'est pas exactement un spoiler, là, je ne vous le divulgage rien de majeur, mais il y a un plan là-dedans. Un plan qui apparaît à la minute, je l'ai noté tantôt pour le calculer, qui apparaît à la minute 50 minutes et 50 secondes de cette œuvre transcendante. Et il se termine 90 secondes plus tard, 53 minutes et 20 secondes. Et pendant ces 90 secondes, la caméra, elle bouge pas. Dis-moi, je suis bien ici. Puis, qu'est-ce qu'on voit pendant ces 90 secondes? Essentiellement, c'est deux personnages qui bougent pas. Ils bougent pas, puis ils parlent pas. Fait qu'il y a du mouvement dans le plan. Encore une fois, c'est parce que je ne vais pas vous le dire à l'avance, parce que je ne veux pas même pas commencer à intimer quelque chose qui pourrait ressembler à un punch, là. Mais ça bouge pas, là. C'est ça. Ça fait que tu as un plan immobile de 90 secondes dans lequel il y a à peine du mouvement. OK, dans quelques secondes dans tout le truc, là, vraiment, là. OK, c'est essentiellement un plan immobile. C'est long, là. OK, on se le cachera pas. Fait que, c'est ça, la vérité, c'est que, ça aussi, ça fait hyper Tarkovsky, là, tu sais, dans Nostalgie, justement, apparemment, il était dans la salle de montage, puis il regardait son film, puis il regardait les plans interminables de blé, tu sais, qui sont poussés par le vent, n'est-ce pas? Puis il regardait les plants de blé, puis il disait « Ouais, je suis peut-être allé un petit peu trop loin cette fois-là. » Bon, ceci dit, c'est très bon, Nostalgie, mais bon, puis ça marche là-dedans, puis le rythme, il est... c'est ça, ça produit un effet méditatif, mais c'est le genre de film où notre héroïne, la jeune fille d'environ 10 ans, avec sa mode de cheveux à la animée japonaise, là, qui est comme 3 fois grande comme elle, parfaitement blanc. C'est vraiment très saisissant, là. Puis c'est ça, c'est le genre de film où est-ce qu'elle monte en haut d'une tour post-apocalyptique, puis elle regarde par la fenêtre de profil, puis là, il y a le vent dans ses cheveux, puis ça dure 20 secondes. C'est ça. Puis c'est ça, si vous avez jamais vu de Tarko, puis vous voulez savoir c'est quoi, c'est comme ça. Puis, encore une fois, c'est par exprès, c'est un choix stylistique, et je veux pas donner l'impression que j'ai pas aimé ça, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai adoré ce film-là, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que ça marche très très bien, mais il faut pas se cacher que c'est un film qui prend son temps. Ça fait que vous êtes dûment avertis, mais encore une fois, c'est ça le ton Tarkovsky, là. Disons qu'il n'a pas été gêné. Il s'est dit, est-ce que j'y vais à fond la caisse, Tarko, plein interminable, puis M. Oshii a fouillé dans sa conscience. Il a écouté la voix des muses, puis la voix des muses lui a répondu, prends ton temps. Fait que c'est ça qu'il a fait. Puis le dernier aspect qui fait vraiment Tarko, n'est-ce pas? Il y en a une coupe, en fait, que j'ai englobée dans ce troisième volet de notre présentation. C'est le côté méditatifo, émotivo, spirituel. Puis c'est un peu un gros mot, spirituel. Parce que c'est tellement facile de dire des bêtises avec ce genre de thème-là, hélas, 3 fois hélas. Mais le fait est que ici, c'est carrément, on est en plein dedans, là. On est en plein là-dedans. Le fait est que le film est bourré de références bibliques. Il y a, dans le dialogue et visuellement, bon, il y a l'ange que j'ai évoqué tantôt. Il y a des références explicites à l'Arche de Noé. Il y a d'autres trucs de ce genre-là. Il y en a beaucoup, là, OK? C'est vraiment un thème majeur de ce film-là. Mais en même temps, bon, la croix, c'est ça. Là, la croix, c'est quand même un symbole chrétien bien connu, vous en conviendrez. Mais et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas lourd du tout. Puis c'est vraiment intéressant parce que M. Oshii, il n'est pas chrétien, il est japonais d'ailleurs, puis même s'il avait été chrétien, chrétien japonais, c'est quand même pas tout à fait le même horizon culturel que chrétien en Amérique ou en Europe, là où c'est vraiment ça qui a été le bassin civilisationnel pendant 2000 ans.
Donc c'est ça, tu sais, c'est Puis je mentionne ça parce que c'est un film qui est infusé complètement d'une forme de mystique chrétienne. Puis encore une fois, dans les bouts d'entrevue que j'ai vus tantôt, là, que j'ai lus en ligne, M. Oshii apparemment a dit clairement, là, explicitement, il y avait des guillemets, là, qu'il avait fait exprès que c'était par exprès, qu'il n'était pas chrétien, mais qu'il était intéressé par la philosophie donc chrétienne, là, genre j'imagine le Jésus de la Bible, là, ce genre de truc-là, puis que c'est pour ça qu'il avait mis toutes ces références-là, puis que c'était donc une méditation sur les thèmes chrétiens, mais d'un point de vue d'un gars qui ne l'est pas chrétien. Ça, c'est super intéressant, là, honnêtement. Là. C'est vraiment, parce que c'est complètement un autre point de vue. Puis, tu sais, justement, Tarkovsky, il était chrétien, lui. Il était orthodoxe, d'après ce que je comprends. J'ai lu des entrevues, mais c'est pas toujours hyper clair, en vérité, là, ce qu'il en est, là, mais le fait est que Tarkovsky, il a le point de vue d'un chrétien, puis c'est ça qu'il exprime, mais c'est ça qu'il croit, là, c'est sa manière de voir le monde. Tandis qu'ici, c'est peut-être d'une certaine manière la manière de voir le monde de M. Oshii, mais c'est quand même filtré par le fait que c'est une autre culture. C'est pas son système de croyance, là, que c'est pas son discours mythologique fondamental. Il utilise ce discours mythologique-là pour exprimer cette chose en lui qu'il ressent puis qu'il veut explorer via cette méditation avec ce langage symbolique-là, qui est le langage symbolique de la chrétienté, puis même de l'Ancien Testament. Là, c'est ça, donc l'Arche de Noé, etc. Ça fait que c'est cool, là, c'est vraiment hyper cool, mais c'est ça, ce côté chrétien, côté méditation, là, du meilleur côté, si on veut, du christianisme, là, ce genre de mysticisme, là, puis de profondeur, etc., qu'on trouve effectivement chez beaucoup d'auteurs chrétiens, il faut en convenir, là, je suis en train d'en lire, je le confirme, ben c'est ça, on a ça là-dedans. Puis, l'autre côté, Tarko, bon, il y a un revirement, encore une fois, je vous dis pas c'est quoi, mais il se passe quelque chose à un moment donné. Puis, c'est déchirant. En fait, c'est une des affaires les plus déchirantes que j'ai vues sur grand écran depuis... en fait, la dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi absolument déchirant que ça, c'était dans un film de Tarkovsky. C'était dans Sacrifice, pour pas le nommer. Puis c'est facile de savoir c'était quand, parce que j'ai fait une vidéo à l'époque sur Sacrifice, parce que c'était tellement venu me chercher. Fait que vous comparez les dates, puis vous saurez c'est quand c'est la dernière fois que j'ai vu un film aussi déchirant, parce que c'était ça. Fait qu'émotivement, ça a cette profondeur-là. Ça fait qu'écoute, là, si t'as le même côté méditation spirituelle puis le même côté profondeur émotif qu'un film de Tarkovsky, là, t'as réussi quelque chose. Hein? C'est quand même pas si pire comme accomplissement. Pourtant, il n'y a pas tant de monde que ça qui y parvient. Voilà. Mais néanmoins, quand même, c'est ça, c'est quand même cool parce que c'est pas une copie. C'est même pas un pastiche, en fait. Malgré tous ces aspects-là qui sont 100% tirés délibérément là, de l'œuvre de Tarkovsky, puis qui sont parfois des références directes, ok, puis malgré tout ça, donc ça demeure sa propre œuvre, ça demeure le point de vue de ce gars-là. Puis ça aussi, c'est remarquable comme accomplissement, parce que j'ai en tête, par exemple, les pastiches de Lovecraft, bon, on sait qu'il y en a des tonnes, ou les pastiches de Conan aussi, Conan le Barbare. Bon, Robert Howard, moi j'aime ça. Évidemment, vous savez, je suis un méga fan de Lovecraft et j'aime pratiquement autant les histoires de Conan. Là. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement puissant, là, les œuvres de Conan, les récits. Puis c'est justement, là, il y a pas grand monde qui arrive à reproduire. Il y a beaucoup de monde qui ont écrit des pastiches de Lovecraft. Il y en a des dizaines et des dizaines, probablement plus que ça. Puis, pareil pour les Conan, il y a des tonnes d'auteurs qui ont écrit leurs propres nouvelles. Lynn Carter, puis des romans. Robert Jordan en a écrit. Mais, généralement, il n'y en a aucun qui parvient à reproduire la subtilité de la poésie
puis de la vérité émotive qu'on trouve chez ces deux auteurs-là. T'sais. Puis bon, Lovecraft, c'est facile, on en a parlé souvent, on va en reparler encore, mais Robert Howard, le Conan le Barbare, moi, avant d'en lire, ça m'a pris longtemps avant d'en lire, en fait, mais avant d'en lire, j'avais pas mesuré que c'est pas une brute épaisse, là. C'est pas l'histoire... Oui, c'est l'histoire d'un gros gars avec des gros muscles qui tape sur le monde, là, mais c'est rarement rien que ça. Puis il y a vraiment, vraiment, vraiment une profonde, profonde mélancolie, puis une profonde beauté, là, OK, dans les récits de Conan qui sont vraiment surprenantes, puis c'est justement, c'est ça qui est très difficile à reproduire. Il y a des gens qui y sont parvenus à produire des pastiches qui avaient le même niveau de profondeur, mais ils sont très très rares, puis comment ils y sont parvenus, paradoxalement, en faisant leur propre truc avec. Dans les Conan, j'en ai pas lu, mais j'en ai pas trouvé, mais je sais qu'il y en a, là. Karl Edward Wagner en particulier, je pense qu'il en a fait un ou deux qui sont très bons, là. Mais ça pour dire que le film ici, c'est ça qu'il fait. Il fait une sorte de pastiche de Tarkovsky, mais en même temps, il fait complètement sa propre affaire avec. Puis c'est entre autres aussi parce que il y a le langage visuel a des nombreux aspects qui font beaucoup plus films de science-fiction, ou pochettes de livres de science-fiction des années 70, là. Particulièrement chez certains auteurs anglo-saxons. Certaines collections, là, années 60 même. Il y a des aspects, ça fait vraiment très, très, très SF classique. Il y a des trucs, ça fait Salvador Dali, là. Il y a un côté surréaliste très, très marqué là, dans certaines images. Donc, ça atteint jamais le niveau montre qu'ils font, mais on est quand même dans l'antichambre de ce genre de langage visuel-là, en particulier avec l'utilisation des couleurs, etc. Mais bref, ça pour dire que c'est ça. Ça fait beaucoup penser à Shadow of the Colossus au niveau du ton, si vous avez joué à ce jeu vidéo absolument génial. Il y a beaucoup de rapprochements au niveau le ton, puis d'une certaine manière, l'utilisation des environnements naturels, là, puis etc. Morning Patrol, dont j'ai parlé sur la chaîne aussi, qui est encore une fois une sorte de vague croisement entre Philippe Cadic puis Tarkovsky, là, qui a des aspects. Mais c'est ça, Morning Patrol, le rythme assez lent puis la composition visuelle, ça fait beaucoup penser à Tarko, c'est ce qu'on avait vu à l'époque dans ma vidéo, mais ça demeure un film beaucoup plus nihiliste, en fait. C'est pas un film spirituel. Ça a la spiritualité du désespoir cosmique, Morning Patrol. Tandis que ici, c'est pas ça du tout. Puis, j'en dis pas plus parce que... Ben, justement, encore une fois, puis je vais finir là-dessus, mais comme Tarkovsky, il y a une ambivalence là-dedans. Puis je pense que, la plupart de ces films à Tarkovsky ont ça... c'est ça, Sacrifice, Ivan Roublev, certainement. Andrei Roublev, qui est mon préféré, là, c'est tellement bon, Andrei Roublev. Là. Mais, bon, etc., même Solaris, bon. Mais, c'est ça, il y a souvent une forme d'ambivalence dans les films où est-ce que tu sais comment ça finit, mais il y a une forme de questionnement. Puis il y a une douleur, mais la beauté est plus forte que la douleur. OK? Ça, chez Tarkovsky, c'est un peu le ton général. OK? Puis, certainement sur certains aspects de ce que je viens de dire, parce qu'encore une fois, je ne veux pas rien vendre de punch ou de revirement. Je ne veux rien vous dire sur la direction que ça prend. Mais, ouais, le genre de fin qu'on a, puis le genre d'ouverture que ça nous présente sur la condition humaine, sur l'expérience de la condition humaine, pas sur la réflexion abstraite de la condition humaine, mais sur le mystère profond à l'intérieur de nous. C'est ça que Tarkovsky fait, puis c'est ça qu'il fait M. Oshii avec ce film-là. Fait que c'est pour ça que ça fait Tarkovsky, puis ça le fait pour vrai, là. OK, ça le fait pour vrai, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est extrêmement légitime et justifié de dire que c'est une animée japonaise de style Tarko, mais le présenter comme ça, c'est passer sous silence justement à quel point c'est une œuvre individuelle, d'un auteur individuel qui a une vision individuelle, de poète.
Autant que c'est ça, que de gars qui fait des histoires de robots, là, je veux dire. C'est ça, c'est un poète de l'histoire du robot, puis voilà. C'est quelque chose. Dernier truc avant de finir, parce que je voulais le dire dans l'intro, mais j'ai oublié, un petit détail amusant. Il y a une séquence, comme j'ai mentionné, où il y a des gens de pêcheurs qui sortent la nuit, puis ils chassent l'ombre d'un poisson. Puis le poisson, c'est un coélacanthe. Je pensais que c'était ça. Je savais pas c'était quoi. C'était un gros poisson géant. Puis on pensait que c'était éteint depuis genre des millions d'années. Puis ils en ont retrouvé finalement, genre en Afrique, en 1938, d'après, encore une fois, Wikipédia. Puis le détail qui est rigolo, qu'on voit pas sur Wikipédia, c'est que si vous avez joué à Animal Crossing sur GameCube, vous pouvez faire de la pêche, là, vous pouvez pêcher des poissons puis les donner à vos amis, les ratons laveurs. Une fois de temps en temps, vous pêchez un méga gros poisson là, qui vaut vraiment l'affection de vos amis poilus. Eh bien, ce poisson, c'est un coélacanthe. Oui, mesdames et messieurs, ça fait qu'Animal Crossing, Angel's Egg, même combat. Si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, je vous aime d'un amour profond. Je vous aime de toute façon, hein, je vous le dis, là, vous n'êtes pas obligés, je vous aime tous. Mais si vous voulez me soutenir, vous êtes vraiment très cool, c'est hyper apprécié, d'autant plus que YouTube s'est rendu c'est rendu, pour les créateurs, là, c'est rendu pas cool. Mais vous êtes très cool, et donc voilà, les liens sont dans la description. J'ai aussi un Substack, un paquet d'autres trucs, mais bref, le Patreon. Puis j'avais sûrement d'autres choses à dire, mais pour l'instant, ça me vient pas en tête, ça fait qu'on va dire que c'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, ça vaut la peine, mais soyez avisés néanmoins que c'est long, puis il n'explique pas grand-chose. Hein. C'est un film qui est ouvert à l'interprétation, mais la meilleure manière de l'interpréter, justement, c'est, je ne vais pas faire référence de Heidegger encore une fois, mais on est pratiquement là-dedans. La meilleure manière d'interpréter ce film-là, en vérité, c'est pas de chercher à l'interpréter, c'est de laisser le mystère du film, se révéler à lui-même par une ouverture de nous-mêmes, en fait. C'est juste le laisser agir, puis pas essayer de répondre aux questions qu'il soulève. Puis on va voir qu'affectivement puis émotivement, c'est ça, notre cœur va nous faire sentir en vérité la direction, pas rien qu'est-ce que ça veut dire, mais va nous montrer la profonde ouverture, encore une fois, sur la pleine conscience de l'être humain et puis du mystère de l'existence vers lequel ce film-là ouvre. Donc, c'est quand même pas pire. Vie longue et prospère. À la prochaine.